Merci, monsieur le maire. Nous pensions avoir touché le fond en 2023, mais voilà poindre 2024 et vous nous réservez encore des surprises. Enfin, des surprises relatives. Tout cela était et reste tellement prévisible. Mais vous continuez à creuser. Vos oppositions vous ont averti, vous creusez encore. Votre adjoint aux finances vous a averti, vous creusez encore. Des membres de votre majorité vous ont quitté, 9 en tout. Vous creusez encore. Mais parviendra-t-on à vous arrêter avant que vous n'enterriez Grenoble pour des années, voire des décennies? Oui, car ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, pour la ville de Grenoble et les Grenoblois, nous allons en payer le prix pendant des années. La dette, justement, qui sera pire que celle laissée par Alain Carignon, avec un montant historique pour 2024 à 324 millions. Record absolu pour la ville de Grenoble. Une ville abîmée et désertée, abîmée par votre abandon du patrimoine et des espaces publics, tagués, dégradés, sales, désertée par une partie des Grenoblois préférant l'approche couronne grenobloise, désertée par ces commerçants qui voient leur chiffre d'affaires se réduire à peau de chagrin et les vitrines de moyenne gamme ou de gamme supérieure se faire remplacer par des bars ou de la junk food ou des vêtements à 10 euros de mauvaise qualité et donc non durables, produits à bas coût, bref, tout ce que vous dénoncez sans cesse par ailleurs dans vos nombreuses communications. Vous laisserez aussi un monde culturel traumatisé, un monde économique blasé et distant, un monde du sport désespéré, mais aussi des anards ravis de se retrouver parmi nous, des gilets jaunes plébiscités par vous et vos amis, des trafiquants de stupes calés tranquillement un peu partout dans la ville. Voilà, quelle tristesse, tandis que Grenoble a tant d'atouts et de force. Alors, examinons ce que vous nous réservez pour 2024. Premier élément, le lien, la relation instituée par le Code des collectivités territoriales entre le débat d'orientation budgétaire et le budget. Par rapport au rapport présenté d'orientation budgétaire il y a quelques semaines, il y a plus 30 millions de dettes. Le débat d'orientation budgétaire en ces conditions n'est pour moi pas conforme au droit. La vente de la fin de GH pour 37 millions implique 10 millions d'investissements reportés. Nous vous avons posé la question en commission, à quoi renoncez-vous dans ces 10 millions? Vous ne l'avez jamais vraiment précisé. Et d'ailleurs, dans le compte-rendu de la commission ressources, dans laquelle j'avais posé la question, il est écrit, faites globalement le différentiel entre le ROB et le budget présenté, c'est-à-dire que vous n'avez même pas présenté aux élus d'opposition les objets de renonciation sur 10 millions d'euros. Et évidemment, en compensation, vous rajoutez 27 millions d'emprunts supplémentaires. Je vous demande donc solennellement le retrait des délibérations du budget prévisionnel et la réorganisation d'un débat d'orientation budgétaire. Oui, ricaner. On en reparlera au tribunal administratif éventuellement. Deuxième élément, parlons de fonds. La dette. Je rappelle les emprunts 2021, 19 millions d'euros. 2022, 32 millions d'euros. 2023, 15 millions d'euros. Oui, parce que depuis le ROB, c'est plus 20 millions, c'est 15 millions, vous voyez. Donc tout ça s'accumule dans ce ROB qui n'était finalement pas très clair et qui nécessite d'être reposé. 2024, vous prévoyez, grand seigneur, 47 millions d'emprunts nouveaux. Sachez, chers téléspectateurs, chers amis du conseil municipal, membres de la presse aussi, que cette capacité de désendettement manque cruellement de transparence dans le dossier. D'abord, c'est toujours projeté uniquement sur les dettes du budget principal. On n'y associe jamais les dettes des budgets annexes. C'est pas faux comme indicateur, mais il faut quand même le savoir, puisque les 324 millions d'euros sont évidemment le cumul de tous ces budgets. Ensuite, il n'est pas très clair sur la durée de ces crédits. Pour rappel, voir les pages entre 127 et 131 du budget, pour ceux qui osent aller jusqu'au bout, nous l'avons fait, nous l'avons regardé. Ce tableau est très intéressant puisque c'est le tableau de l'ensemble des emprunts de la ville. Il y a 44 emprunts en cours à la ville de Grenoble. 44 emprunts en cours. Donc, je vous cite les 7 derniers, les 7 plus longs, pour vous expliquer en quoi ce chiffre de désendettement théorique de 7 ans est très fallacieux. Un emprunt de 13,5 millions pour encore 17 ans. Un emprunt de 4 millions d'euros pour encore 18 ans.
un emprunt de 9 millions d'euros pour encore 17 ans. 2 emprunts de 9,5 millions chacun pour 18 ans chacun. 9,7 millions pour 19 ans. Et enfin, 15 millions pour 25 ans. Ce sont les 7 derniers emprunts de la liste des 44 emprunts qui figurent dans le budget principal entre les pages 127 et 131 du rapport. Cela constitue 70 millions d'emprunts qui s'étalent pour les 7 d'entre eux entre 17 et 25 ans. C'est juste pour le mettre en comparaison à un ratio qui certes permet de comparer la situation des villes entre elles, de même strate, et c'est un ratio qu'il faut prendre comme tel, mais qui cache complètement la réalité de l'endettement de la ville de Grenoble. Parce que si je divise, très simplement, comme on peut le faire quand on est un ménage, 324 millions de dettes par 24 millions, ce qui est à peu près le remboursement annuel que vous prescrivez chaque année, que vous remboursez chaque année, ça fait en réalité beaucoup plus que 13 ans de remboursement. Donc, il y a le réel, plus de 13 ans d'endettement, et il y a le ratio, 7 ans. Et le ratio, j'y viens. Là aussi, c'est un peu technique, mais c'est important que tout le monde comprenne bien ce que c'est que ce ratio et en quoi il peut être un cercle ou vertueux ou un cercle très, très dangereux. Le remboursement de la dette en 7 ans est donc fictif, car ce ratio, c'est la capacité de désendettement qui est calculée entre le ratio de l'encours de la dette, les 324 millions d'un côté, divisé par l'épargne brute. D'accord ? Donc finalement, pour ne pas vous retrouver dans le rouge vis-à-vis de ces 7 ans, si vous augmentez le numérateur, le truc d'en haut, c'est-à-dire la dette, 324 millions, il faut absolument augmenter le dénominateur. Sinon, on dépasse les 11 ans d'endettement. Et donc, qu'est-ce qui augmente ce dénominateur dans l'épargne brute ? Ce sont les recettes qui sont transférées depuis le compte de fonctionnement vers le compte d'investissement, pour ce calcul-là d'épargne brute. Et cette épargne brute, elle est obligatoirement alimentée par les impôts. Et en fait, vu, j'allais dire, la frénésie d'endettement, vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter les impôts. Et parce que l'on voit que vous allez continuer à emprunter, ne serait-ce qu'en 2024, 47 millions d'euros encore. Le cercle dangereux, je ne dirais pas vicieux, parce que là on parle de danger financier, c'est quand même le risque que vous ayez à augmenter à nouveau les impôts. Parce que plus vous allez vous endetter et plus le numérateur de la fraction va être élevé, plus vous allez devoir augmenter le dénominateur qui lui est alimenté par les recettes, notamment des impôts. C'est un piège. Je le pointe du doigt ici, il faut que les gens le comprennent. Pardon pour ce moment un peu technique, mais c'est évidemment très important. Plus vous continuez à plus vous continuez à emprunter, plus vous allez devoir augmenter les impôts. C'est mécanique puisque les autres ressources financières, vous ne faites pas le travail structurel de l'action publique pour baisser les dépenses de fonctionnement. Donc mécaniquement, plus vous empruntez, plus vous allez augmenter les impôts. J'alerte ici, nous aurons certainement avant la fin de ce mandat encore une augmentation d'impôts, vu la frénésie, encore une fois, d'emprunt que vous portez. La question, bien sûr, c'est que faites-vous de notre argent ? Et quand on regarde au-delà de ces chiffres et de ces ratios de dette, les recettes. Moi, je lis le dossier, alors je comprends que plein de Grenoblois ne le lisent pas parce que c'est très long et imbitable, mais il est très intéressant. On apprend que les recettes fiscales entre 2021 et 2024, c'est-à-dire en 3 ans, en 3 ans seulement, ont augmenté de 58,4 millions d'euros. Donc je parle évidemment des 44 millions de la taxe foncière qui a augmenté, plus tout le reste. C'est-à-dire que chaque année, c'est 58,4 millions de plus qui viennent au budget. Les compensations de l'État sont en hausse depuis 2021. Elles sont passées de 4,7 en 2021 à 6,1 millions d'euros. Les dotations, les compensations de l'État sont donc en augmentation. Vous le dites vous-même dans votre rapport, les dotations sont en hausse de l'État encore, en plus de l'augmentation des compensations. Les subventions d'investissement sont en hausse, elles aussi, en passant de 4 à 11 millions d'euros. Les recettes de stationnement, en 2021, 7,97 millions d'euros. En 2023, 8,97 millions d'euros. Ça augmente encore. Dans les recettes, d'ailleurs, de gestion courante, page 14, il y a une erreur, je vous le glisse. Le total n'est pas exact, 1,39 million d'euros pour le BP 2024. Il y a une erreur dans le tableau, ce qui empêche de regarder ce point.
Donc moi, je vous le redis, quand on a des recettes fiscales, compensation de l'État, dotation de l'État, subvention d'investissement, recettes de stationnement qui représentent 43% des recettes de fonctionnement de la ville, hein, donc ce n'est pas anodin ce point-là. Tout ça augmente, vous continuez à emprunter, mais que faites-vous de notre argent? Regardons ça de près. Sur les dépenses de fonctionnement, Richardson, j'avais longuement expliqué la situation, rappelé la situation lors du débat d'orientation budgétaire la dernière fois. 3 millions, rien que ça, 3 millions 100 même, de réserve, puisqu'il y a un contentieux sur lequel la ville de Grenoble va certainement devoir aligner. Ben oui, forcément, vous n'avez pas évacué un squat, qui est pourtant de votre responsabilité, sur un terrain qui était celui de la propriété de la ville, et ce squat a déclenché un incendie qui a donc eu des répercussions chez Richardson avec des dommages et intérêts que vous allez devoir payer à une hauteur de 3,1 millions d'euros. Donc c'est très important de l'avoir en tête. Le restaurant Le 5, 500 000 euros, on l'oublie, mais quand même, là aussi un contentieux qui, au lieu d'avoir un arrangement à l'amiable que vous semblez incapable de trouver, c'est encore un demi-million qui est réservé pour ce contentieux. Des frais de personnel qui passent à 56%, en hausse de 6 points par rapport à 2021, 6 points en 3 ans. Alors certes, le point d'indice augmente, les salaires augmentent, et tant mieux et heureusement. Et je fais partie de ceux qui se sont battus pour cela. Mais au-delà de cette augmentation des bases pour améliorer le revenu des fonctionnaires, vous n'avez aucun plan structurel pour re-hiérarchiser, j'allais dire, les services publics offerts à la population grenobloise. Donc tout ça ne fait qu'augmenter de façon exponentielle et de façon délirante. Et en plus, vous assumez depuis l'année dernière, et je le conteste, hein, je le critique, de continuer à recruter 77 nouveaux agents pour le service public grenoblois. Vous continuez à creuser. Et bien sûr, subvention aux associations, alors là c'est le pompon. En 2021, 18 millions d'euros. Et soudain, en 2023, 32 millions d'euros. Et en 2024, 34 millions d'euros de subventions aux associations. Alors je serais quand même curieuse de regarder peut-être avec vous les bilans de ces associations qui sont en 3 ans passées de 18 millions distribués au compte administratif, hein, à des budgets 2023 et 2024 de 32 et 37 millions d'euros, c'est-à-dire presque 2 fois plus. Alors je veux bien qu'il y ait eu le Covid, je veux bien qu'il y ait la crise et qu'il y ait l'inflation, et c'est évidemment tout ça en dehors du CCAS. Hein. Voilà. Que font-elles pour autant d'argent? Je serais curieuse de voir les bilans. Je serais curieuse de voir les bilans de ces associations. Et enfin, la charge financière qui va avec l'endettement, sans cesse creusé là aussi. La charge financière entre 2021 et 2023 est passée de 5,35 millions à 7,3 millions. Donc là aussi, 2 millions de plus de charges financières par an. On continue à creuser. Sur l'investissement, là, cette année, la surprise, c'est que vous nous dites on va investir 80 millions d'euros dans le budget. Mais, chers amis, depuis 2015, vous n'avez jamais réalisé en compte administratif vous avez réalisé, soyons plus indulgents, en réalité dans vos comptes administratifs entre 30 et 38 millions d'euros, en ayant 60 millions de budget à chaque fois. Et là, cette année, vous nous avancez 80 millions de budget, mais comment vous allez faire pour les réaliser? Donc j'ai hâte de voir le compte administratif 2024 l'année prochaine, en 2025. Parce qu'encore une fois, depuis 2015, vous ne réalisez que 30 à 38 millions d'euros par an d'investissement. Donc tout ça est évidemment irréaliste et très dogmatique. En tout cas, c'est un objectif inatteignable et intenable. Et d'ailleurs, on retrouve dans ces projets un peu délirants d'investissement le fameux lac baignable de la Villeneuve. Alors, à la métropole, en commission, tout le monde ignorait le prix exact de ce lac. J'ai retrouvé le tarif. Donc le lac baignable, 4,2 millions d'euros. 4,2 millions d'euros. Le lac baignable de la Villeneuve. Si on avait les moyens, on pourrait se payer ce genre de luxe. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait tout à fait les moyens. Et là, vous investissez 4 millions dans un lac baignable. Et de surcroît, là encore en commission métropolitaine, au moment où on a dû voter le bilan de la concertation sur ces projets, nous avons appris quoi?
que les habitants ne soutenaient pas du tout ce projet. Ils étaient même d'ailleurs très défavorables. Seulement 14% d'entre eux, dans le sondage ou dans la concertation, ont émis un avis favorable. 14% des habitants qui se sont exprimés lors de la concertation menée par la métropole sur le projet quartier sud, et notamment en lien avec l'ANRU, seulement 14% d'entre eux ont dit oui, le lac baignable est une bonne idée. 4,2 millions. Et là, vous nous dites, ah non, mais vous savez, il n'y a que les défavorables qui s'expriment, et puis parfois, il faut savoir faire le bien contre l'avis des masses. Je vous renvoie du coup le sujet sur le fameux Primark, que tous les habitants attendaient, donc on le fait, alors même que je suis convaincue que ce n'est pas une super idée. Mais alors là, tout le monde est contre, mais on le fait quand même aussi. Vous voyez, donc la concertation est toujours assez relative avec vous. Et enfin, toujours à Villeneuve, le projet de déplacement de la pharmacie Arlequin. Alors là, c'est pareil. On a l'impression que tout le monde débarque. La pharmacie demande des indemnités de départ, des indemnités de transfert et des indemnités d'éviction du fonds de commerce. On dirait que tout le monde découvre ce sujet. Et là où Grenoble-Alpes Métropole avait envisagé avec la ville de Grenoble un budget de 175 000 euros d'indemnité de transfert, il se trouve que l'expert de la pharmacie a évalué cette indemnité de transfert à 534 000 euros et l'éviction de fonds de commerce à 1,3 million d'euros, les amis. Voilà, donc encore une dépense qui n'est pas budgétée, qui est pourtant inscrite dans votre projet d'investissement, qui est sous-évaluée et auquel vous ne répondrez certainement pas. Sur le bouclier social et climatique, je suis sûre que mes collègues le développeront aisément, mais en 2023, 6 millions dépensés pour 11 millions prévus. Alors vous allez me dire, oui, mais ce n'était pas une année entière. Je comprends, on a fait un prorata. Et en 2024, eh bien, ces nouveaux 11 millions sont prévus. Et nous avons constaté en commission, dans un PowerPoint, et d'ailleurs, on n'a pas revu ici, je crois, sauf erreur de ma part, que dans ces ambitions de bouclier social et climatique, vous affichez des augmentations d'effectifs pour les ASVP, les agents de la sécurité et de la voirie et publique. Ce sont en fait des agents de verbalisation. Donc, vous comptez des postes d'agents de verbalisation dans les éléments de bouclier social et climatique. Voilà. Ça laisse songeur, quoi, je veux dire. Donc, en conclusion, sur cette seule année 2024, des recettes fiscales de plus de 58 millions par an, qui ont augmenté de 58 millions, des dotations et de subventions qui ont augmenté de 9 millions, des recettes de stationnement qui ont augmenté d'1 million, un emprunt de 47 millions, soit un total de 115 millions d'euros de recettes supplémentaires par rapport à 2023, pour un budget principal de 290 millions d'euros en fonctionnement et 18 millions en investissement, qui en réalité seront encore une fois, soyons généreux, de 40 millions en réalisé à la fin de l'année. Moi, vraiment, que faites-vous de notre argent ? Je repose la question. Et un tableau, plus que les autres, nous dit et confirme tout cela, c'est celui des ratios réglementaires de la page 35. 3 chiffres édifiants. Ce tableau, il nous permet quoi ? De comparer les villes entre elles de la même strate, c'est-à-dire à peu près la même taille. Je vous donne 3 indicateurs, il y en a beaucoup, mais 3 seulement. Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population. Moyenne de la strate, 1 237 euros. À Grenoble, près de 1 800 euros, soit 45% de plus de dépenses de fonctionnement par habitant que la moyenne la moyenne des villes de taille comparable. Produit des impôts directs par rapport à la population, c'est-à-dire les recettes de nos impôts, chers Grenobloises et Grenoblois. Moyenne de la strate, 726. À Grenoble, 1292. Un écart de 78% par rapport à la moyenne des villes comparables en impôts locaux dont vous avez la charge. 3e ratio, l'encours de la dette. Moyenne de la strate, 1096 euros. À Grenoble, 1649 euros. Soit un encours de dette 50% supérieur. 50% supérieur à celui de la moyenne des villes de taille comparable. Alors, face à ces chiffres édifiants, on ne pouvait pas s'arrêter là. Et nous vous faisons une proposition de révision budgétaire. On l'avait d'ailleurs évoqué lors du débat d'orientation budgétaire.
Certains avaient rigolé en disant que, derrière moi, qu'il serait impossible de rendre les 44 millions aux Grenoblois. Eh bien si, il suffit d'élaborer un budget rigoureux pour sortir de l'ornière dans laquelle vous nous avez tous engagés depuis 2015, monsieur le maire. Des discussions sont nécessaires autour des priorités politiques. Et il va falloir faire des choix, effectivement, pour établir une trajectoire budgétaire saine. En investissement d'abord, nous proposons de réduire de 20 millions d'euros le budget 2024 et de revenir à 60 millions d'euros et de les réaliser vraiment, plutôt que de se contenter d'une réalisation partielle. Bien sûr, dans ces 20 millions d'euros, nous avons supprimé les recettes des subventions associées. Et nous proposons de retirer en investissement, et les choix sont difficiles. Bien sûr, le lac baignable, 4,2 millions. Nous proposons aussi de décaler l'équipement jeunesse, 4,5 millions, que vous promettez depuis 10 ans. Place aux enfants, 2,3 millions. On arrête. Cœur de ville, cœur de métropole, 2,1 millions d'euros. Un projet, là aussi, en termes de concertation, qui a été nul et non avenu de la part des habitants et des commerçants. La rénovation des gymnases, divisons par 2. L'accessibilité des écoles, il faut ralentir le programme et baisser aussi, divisé par 2. Supprimer le projet de grande bibliothèque qui ne fait aucun sens. Et d'ailleurs, la concertation où vous étiez 25 samedi matin était absolument honteuse tellement qu'il y avait peu de monde. 1,9 million d'euros. Le report, là aussi, je l'avais recommandé déjà l'année dernière, du changement de parc de véhicules, 1,4 million d'euros. Et puis diverses lignes pour 1,4 million d'euros. En fonctionnement, réduire les dépenses de fonctionnement de 35 millions d'euros. D'abord, les subventions aux associations, sauf celles qui s'occupent de la précarité, avec moins 12 millions d'euros pour revenir à 25 millions d'euros au lieu de 37 millions d'euros, considérant qu'en 2021 et 2022 ont été distribués un peu moins de 18 millions d'euros. Donc passer de 18 à 25 millions d'euros, c'est déjà énorme. Les budgets annexes, et notamment sur la régie lumière, a baissé de 1,5 million d'euros. Sur le personnel, c'est là le plus gros effort qu'il y a à faire, effort que vous refusez de faire depuis 2015. Il faut réduire l'enveloppe du personnel de 18 millions d'euros. Revenir à une enveloppe fixe de 140 millions d'euros au lieu de 158, ce qui était l'enveloppe de 2021, avec un budget personnel de 138 millions d'euros. Il faudrait donc effectivement supprimer ou réorganiser les services à hauteur de 400 postes à la ville de Grenoble. 400 postes sur 4000. Oui, il va falloir vraiment s'occuper des choses. Sinon, les choses n'avanceront pas. D'autres l'ont fait. J'ai été directrice générale d'une mairie qui a fait cet effort-là et qui a baissé son budget de fonctionnement de 7%. Il faudrait également réorganiser les effectifs des services pour prioriser les services publics de proximité. Remettre le service public au cœur de l'école, de la propreté, de la police municipale, aider la prévention et l'action sociale. Sur le bouclier fiscal, là aussi, concernant les aides aux bailleurs sociaux de 3 millions d'euros, nous proposons de la réduire à 1 million d'euros et de flécher les 2 autres millions d'euros sur des décotes foncières pour aider à la construction de nouveaux logements. Par ailleurs, nous proposons de développer des partenariats publics-privés sur 4 grands projets qui pèsent aujourd'hui. Le Palais des Sports, l'ancien musée de peinture, l'Office du tourisme et la caserne d'Aude. Ces projets peuvent amener, en partenariat avec le privé, la transformation de Grenoble à un moindre coût pour la ville de Grenoble et en accompagnant des projets privés. En recettes pluriannuelles, nous proposons de céder les parts de Grenoble Habitat à la métropole pour un montant de 17 millions d'euros. Il faut ensuite engager les discussions avec la métropole pour le transfert des équipements aquatiques et les piscines. Il n'est plus possible aujourd'hui de risquer de les fermer les unes après les autres. Ce budget, dans les grandes lignes, on n'est pas rentré dans les détails évidemment, a pour résultat 1. La restitution de 44 millions aux propriétaires grenoblois, avec la baisse de la taxe foncière. Un investissement à 60 millions d'euros réellement réalisé et la création de partenariats publics-privés. Des dépenses de fonctionnement maintenues à 250 millions d'euros qui seront incontournables. Des objectifs de réduction de la dette en 5 ans à 250 millions d'euros au lieu de 324 millions d'euros comme prévu au budget 2024.
le maintien enfin du budget du CCAS à 24 millions d'euros. Il s'agit là d'un budget rigoureux, difficile, courageux, je crois, mais c'est une ville qui serait réinvestie sur son cœur de compétences et qui serait au service de Grenoblois et de la préservation de l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci. Quelques éléments de réponse pour continuer à discuter de ce budget. D'abord, il est faux de prétendre que vous ne faites qu'appliquer le programme Grenoble en commun de 2020, puisqu'il y a eu des nouveautés. On est dans le budget, donc je ne reparlerai pas du Burkini, mais la dette n'était pas annoncée, le niveau d'emprunt. La vente de GH n'était pas annoncée. Les recrutements de 77 agents prévus lors de nos derniers débats n'étaient pas annoncés. Donc, permettez-nous quand même de contester un certain nombre de propositions qui sont légitimes par ailleurs, hein. Je ne dis pas qu'un programme est écrit dans le marbre. C'est juste que comme vous vous revendiquez d'un programme pur et dur sur lequel vous vous êtes aligné, c'est faux de le dire. Deuxième élément, il est faux aussi de dire que les compensations de l'État baissent. Vous avez exactement dit ça dans vos propos, chers collègues. C'est faux. En 2021, les compensations de l'État étaient de 4,7 millions. En 2023, elles sont de 6,1 millions. Donc, ce que vous dites n'est pas juste. Troisième élément, vous nous expliquez que ce budget, c'est vraiment l'objet primordial, c'est le bouclier social et climatique. Enfin, c'est une enveloppe énorme, 11 millions d'euros, mais tout est relatif en l'espèce, puisque 11 millions d'euros en face de 44 millions d'impôts par an et 47 millions d'emprunts en 2024, permettez-moi de douter que tout ça soit fléché pour le bouclier social et climatique. Non, en revanche, ce que l'on constate dans vos chiffres, tout est dans les documents, c'est que depuis 2021, le fonctionnement, depuis 2021, donc en 3 ans pour ce budget 2024, le fonctionnement a augmenté de 60 millions d'euros et depuis l'année dernière de 12 millions d'euros. Donc, on sait tous ce que finance l'augmentation des impôts et ce que finance l'emprunt. Certainement pas les pauvres 11 millions du bouclier social et climatique que de toute façon vous ne mettez pas en œuvre. Autre point, écoutez, effectivement, notre groupe fait une proposition de révision du budget. Merci de reconnaître qu'on propose des choses. On a des désaccords à n'en pas douter et je respecte vos positions. J'espère que vous respectez les nôtres. Mais par contre, je ne peux pas vous laisser dire deux, trois choses fausses. Notamment quand vous dites qu'on abandonne les quartiers, pas du tout. En l'occurrence, l'idée dans l'ANRU, c'est pas de remettre en cause le contrat de l'ANRU, c'est simplement d'arrêter le lac à 4,2 millions qui est contesté par les habitants. Je rappelle qu'au-delà de la concertation, il y a aussi une pétition de plus de 650 signatures. C'est ça que l'on remet en jeu et en cause dans votre budget et votre engagement. Et c'est l'équipement jeune que vous promettez depuis 10 ans et dont on sait qu'il n'aboutira pas l'année prochaine. Donc vraiment, voilà. Et dire qu'à partir de là, on abandonne tous les quartiers et tous les projets de l'ANRU, c'est factuellement faux. Ensuite, pourquoi est-ce que nous exprimons un désaccord sur le budget ? Bien sûr qu'on a des visions différentes. Elles s'expriment assez nettement ce soir. Et ça, je trouve ça intéressant en termes de budget sur les stratégies politiques des uns et des autres que l'on va défendre. En revanche, là où il me semble que vous pourriez entendre vos oppositions qui ne défendent pas la même vision, vous l'avez entendu aussi ce soir. En revanche, ce que nous partageons du point de vue du banc des oppositions, c'est quand même cette inquiétude que vous envoyez la ville dans le mur et qu'on est tous en train de constater que vous continuez à creuser. Cette alerte-là, alors même que les solutions ou les réponses vont être différentes entre vos groupes d'opposition, elle est partagée par l'ensemble des bancs d'opposition. Et ça, je trouve que ça devrait être un signal d'alerte. Et cela fait que, effectivement, nous sommes collectivement très critiques à l'endroit du budget que vous proposez pour 2024. Ensuite, dire là encore qu'on abandonne les quartiers sociaux ou les personnes en difficulté, je rappelle que dans notre proposition budgétaire, ça correspond aux engagements que l'on avait pris dans notre programme en 2020 pendant la campagne municipale, d'augmenter de 25% le budget du CCAS. Dans notre proposition budgétaire de 2024, nous confirmons l'augmentation que vous avez prévue de subventions CCAS et qui est, à mon sens, de bon augure. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être caricatural. On peut discuter d'un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir des désaccords, mais ne dites pas des contre-vérités sur ce que l'on propose. Ensuite, je suis ravie, Monsieur Fristo, que nous ayons enfin un peu une ébauche de liste des ajustements des fameux 10 millions d'euros qui sont donc reportés et non pas annulés, mais globalement sur le budget, ils n'y apparaissent plus, donc vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Ces 10 millions auxquels vous renoncez en investissement
pour 2024 en tout cas, puisqu'on les a demandés en commission et que vous ne nous avez pas répondu, et vous les annoncez en séance. Je trouve que c'est un peu cavalier. Ensuite, Monsieur Fristo, vous êtes adjoint aux finances, vous semblez découvrir l'annexe 1 et les ratios réglementaires. Je vous les montre, ils sont là, c'est ce tableau-là, et qui est quand même assez parlant, puisque lorsqu'il s'agit de comparer le ratio d'endettement qui est à 7,3 ans, plutôt favorable pour vous, vous vous en servez à foison de la comparaison avec les villes de même strate. En revanche, lorsque les ratios sont défavorables, soudainement, ça n'a plus de sens et il faut voir le service rendu. Pardon, mais je trouve ça un petit peu gonflé. Et en l'occurrence, vous prenez l'exemple des bibliothèques, c'est quand même ballot, c'est là que vous fermez 2 bibliothèques, celle du Jardin de Ville, si, celle du Jardin de Ville, ma bibliothèque d'enfance, vous la fermez, et oui, et ça me fait beaucoup de peine, et vous fermez aussi celle de l'Office du tourisme pour faire votre projet de grande bibliothèque que nous contestons. Donc voilà, je crois que mauvais exemple en l'occurrence. Et ensuite, sur les partenariats publics-privés, je sais que c'est un gros mot pour vous. D'ailleurs, il y a eu quelques ricanements lors de l'exposé, mais ce n'est pas très grave. C'est effectivement des visions politiques et stratégiques différentes, encore une fois. Mais il me semble que développer un partenariat public-privé sur le Palais des Sports dont vous ne savez que faire et qui vous coûte un bras en termes de gestion et d'entretien, ça pourrait être très intéressant d'aller chercher effectivement un partenaire privé qui lui aurait peut-être, ou elle, des idées à proposer pour redorer ce monument historique, je rappelle, des Jeux Olympiques. Pareil sur la caserne d'Aude, on sait que aujourd'hui c'est une cité administrative qui est plutôt à l'abandon ou en tout cas potentiellement mutable. Ça pourrait être intéressant là aussi de créer des logements en plein centre-ville qui ne vont pas artificialiser plus que c'est déjà construit. On pourra même rebalayer et j'allais dire renaturer les cours à l'époque de l'armée. Donc il y a des choses à faire. L'Office du tourisme, ça fait des années que tout le monde le dit, tout le monde le sait. Il y a quand même un sujet pour démolir ce bâtiment et faire autre chose. On sait que c'est compliqué. Là aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir un partenaire un peu solide financièrement qui prenne sa part, son risque, dans le fait de redonner du sens à ce secteur dans le centre-ville de Grenoble. Et enfin, l'ancien musée de peinture, vous savez tous comme moi que ça fuit, c'est mal chauffé, mal isolé. Là aussi, vous ne savez pas trop quoi faire de ce lieu. Pourquoi ne pas créer un dialogue et instaurer un dialogue pour aller chercher, là aussi, un projet. Alors nous, on l'avait dessiné dans notre programme. Je ne vous ai pas fait l'outrecuidance de vous proposer ce que l'on avait imaginé. Mais enfin, voilà, et pour nous, ce n'est pas une insulte que de dire qu'on travaille avec le privé. Au contraire, c'est une ressource financière potentielle, une ressource d'idées aussi, parce qu'en dehors des élus de la ville de Grenoble et de la majorité, il y a quand même plein d'intelligence qu'il serait intéressant d'avoir autour de la table. Voilà ce que je voulais ajouter, et simplement à titre d'information sur les strates de villes comparables, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête et que j'avais notés, Dijon et Angers. On ne peut pas dire qu'ils soient tout à fait en marche quand même. D'un côté, à Dijon, bah non. Ah bah je sais pas, si Repsamen est en marche, excusez-moi, faudra me l'apprendre. Je sais pas. Cécile, un commentaire? Et en l'occurrence, bon, pas tant. En l'occurrence, la dette accumulée historiquement à Dijon et aujourd'hui est à 140 millions d'euros. Et la dette à Angers est à 160 millions d'euros pour des villes de même strate. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Et en l'occurrence, on ne peut pas dire que le service public soit particulièrement défavorable à Dijon ou à Angers. Voilà ce que je voulais rajouter pour participer au débat. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Explication de vote pour notre groupe. On s'abstiendra aussi sur cet amendement pour la simple et bonne raison qu'en ayant travaillé le budget et fait une contre-proposition, cet amendement est largement insuffisant et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et de toute façon, on sait tous qu'il ne sera pas voté par la majorité. Donc je préfère porter du fond et travailler sur le fond. Et évidemment, si certains groupes veulent travailler avec nous parce qu'on connaît le budget et qu'on a un peu bossé, n'hésitez pas, on peut aussi travailler ensemble. Merci. Oui, merci, monsieur le maire. Petite explication de vote, parce que je pense que les oppositions ne voteront pas ce budget, et vous l'avez compris, évidemment, on votera contre ce budget, pour des raisons un peu différentes. Donc, il est toujours important de le préciser. Je voulais simplement répondre à mon collègue, et parce qu'on n'a pas voté leur proposition d'amendement, on s'est abstenu, parce qu'effectivement, je crois qu'il ne faut pas prendre les Grenoblois pour des imbéciles, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, votre proposition, chers collègues, en fait... glisse la poussière sur le tapis. Et en réalité, on est quand même face à une montagne budgétaire qu'il va falloir affronter sérieusement, qu'il va falloir affronter avec courage, parce que le prochain mandat et la fin de ce mandat va être difficile pour les Grenoblois. Et la suite, j'allais dire, va payer le coût de l'addition de tout ce qui s'est fait depuis 2014. Donc, encore une fois, je comprends la logique. Je comprends aussi qu'il soit difficile pour vous
j'allais dire, de renverser la table pour la simple et bonne raison que, à mon grand regret, votre groupe, en ayant quitté la majorité, a quand même voté l'augmentation de la taxe foncière. Et je pense que ça aussi, les Grenoblois s'en souviendront. Je crois qu'il est très important d'assumer les décisions qui ont été prises collectivement, d'assumer les choix des uns et des autres, et à un moment de regarder et d'assumer un plan qui va s'avérer de toute façon nécessaire pour qui que soit l'équipe, même la vôtre si GEC continue à être aux manettes de l'exécutif au prochain mandat. La réalité se confrontera à toute personne qui sera en charge de l'exécutif au prochain mandat. Donc nous, il reste 3 ans de ce mandat à peu près. Nous avons fait le choix de dire la vérité, de proposer un budget complet, alternatif, pas juste des petits indicateurs qui bougent. Et je crois qu'on va continuer sur ce chemin. Et je finirai par répondre à l'ensemble des groupes et assez sérieusement vers vous, au-delà de la boutade, c'est que je crois que nous avons tout intérêt face à ce qui nous attend les uns et les autres, et ce qui attend surtout les Grenobloises et les Grenoblois, à travailler ensemble, à échanger nos idées, et surtout à, fluidifier ces relations-là pour que, les propositions de demain pour Grenoble et pour l'avenir, afin d'alléger la charge fiscale et financière qui pèseront après les années Piolle, puissent être collectivement accompagnées. Parce que je crois que, encore une fois, la dizaine d'années qui s'annonce va être très difficile. Et moi, je ne veux pas faire croire aux Grenoblois que ce sera facile, et il ne s'agira pas de mesurette. Je crois vraiment qu'il y a un gros enjeu et qu'il faudra courageusement travailler le fond et assumer un certain nombre de décisions, en tout cas de projets, en attendant la future campagne. Merci.